Bon, bonjour à tous. Donc, je vais commencer mon exposé. Lorsque Hervé Rioux m'a demandé de préparer un exposé sur le thème présenté ici, à savoir les SI, les sciences industrielles pour l'ingénieur en CPGE, pour la formation des ingénieurs face aux enjeux énergétiques, je me suis dit la chose suivante, je vais choisir en fait deux points de vue. Un point de vue purement interne, d'un prof, je dirais, lambda de sciences industrielles pour l'ingénieur en classe préparatoire. C'est le point de vue individuel, connu, vu de l'intérieur, donc un point de vue interne, et puis aussi un point de vue un peu externe qui permet de regarder à l'horizon 2020, 2030, un petit peu comme ça a été fait ce matin, 2050, sur les différents défis, et qui permettra, à mon avis, ce double point de vue permettra d'avoir une forme de stéréoscopie, qui permettra de mettre éventuellement en relief la pertinence des SI en CPGE pour l'entrée dans les grandes écoles face à tous les défis dont on a parlé depuis ce matin. Voilà. Ce matin, Madame Dominique Louvel nous a parlé du défi démographique. Bon, voilà une petite diapo qui montre l'évolution de la population mondiale en milliards de personnes entre 1950 et 2050. Globalement, il y aura 9 milliards de personnes sur Terre en 2050, et même si on fait des hypothèses moyennes, cette projection est une projection moyenne du World Population Prospect des Nations Unies. Donc de toute façon, on ne sera pas à moins de 9 milliards de personnes. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est la croissance des différentes zones. La croissance des différentes zones, est-ce qu'avec ça marche? Ça marche. L'Asie va être en forte croissance, c'est ici, et l'Afrique aussi. Alors à des degrés différents, on aura donc des fortes croissances démographiques. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'Europe, c'est le seul continent qui sera en décroissance de population. Où seront ces personnes? Ces personnes seront, alors là, principalement dans les zones urbaines. Environ 70% concentrés dans les zones urbaines. Les chiffres proviennent de la même source et montrent que les personnes qui vivront en zone urbaine seront au-delà de 6 milliards. Avec évidemment la même quantité, le même effet dans les zones d'Asie et le même effet en Afrique. L'autre point important, on a parlé ce matin de consommation d'énergie primaire, parce qu'il faudra de l'énergie pour toutes ces personnes. Et là, alors que Madame Louvel nous a parlé de la projection à venir, là, en fait, finalement, cette source OCDE montre qu'entre 1973 et 2004, on est passé en consommation d'énergie primaire annuelle de 6 000 mégatonnes d'équivalent pétrole à 11 000, on a doublé. Et je crois que ce matin, on a parlé de 53% d'augmentation pour les 25 prochaines années. Donc là encore, ce diagramme montre plusieurs choses. Il montre d'abord donc cette forte croissance prévue, et il montre aussi une profonde, le moins qu'on puisse dire, inégalité. Car les pays de l'OCDE consomment plus de la moitié de l'énergie. Pour que tous ces pays consomment toute cette énergie, il faudra des ressources. Je me suis contenté de mettre en place les ressources mondiales prouvées. Alors, je sais qu'il y a tout un discours et toute une discussion sur ce qui est prouvé, ce qui est potentiel, ce qui est probable, etc. Là, on en restera sur les ressources mondiales prouvées. Il y a évidemment indiqué principalement, alors il y a un point important à mon avis qui a été dit ce matin d'ailleurs, qui a été énoncé ce matin, les colonnes jaunes et oranges, gaz naturel, pétrole brut, c'est 70% dans le Moyen-Orient. Alors que finalement, pour tout ce qui est énergie nucléaire, enfin uranium en zone vert foncé, les trois grands pays, c'est le Canada, l'Australie, le Kazakhstan, qui peuvent être, au moins pour le Canada et l'Australie, des zones de plus grande stabilité. On n'a pas parlé ce matin d'un autre défi important qui est en fait qui est le suivant. En fait, finalement, on peut se poser la question de savoir quel est le problème, quels seront les ingénieurs qui vont être mis en place en face de tous ces types de problèmes. Ici, j'ai repris de manière totale un petit topo qui avait été fait par quelqu'un qu'on connaît tous, quels ingénieurs pour demain, Hervé Biosser, directeur ECP, directeur de l'École centrale Paris, lemonde.fr, 11 août 2007. Pour lui, les problèmes seront des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, à la santé, à l'information, à la formation. Ça demandera des ingénieurs de trois types, au niveau scientifique et technique, on le voit bien,
Lancement et pilotage de projets innovants, il faut que ces gens soient experts dans ce type de problématiques, et à forte culture internationale, pour régler les questions environnementales dans une stratégie de développement équilibré. Finalement, c'est tout ce qui a été dit ce matin et qu'on retrouve parfaitement vu par le directeur de l'École centrale Paris en 2007. Si on demande à une autre grande école, par exemple l'école des mines de Paris, et notamment à Nicolas Chemenov, lui insiste plus particulièrement sur les deux défis de l'innovation, c'est-à-dire le fait que finalement le temps d'accès au marché se réduit et que parallèlement la rentabilité des nouveaux produits s'accroît dans le même sens. Donc là encore, il faudra une forte réactivité des ingénieurs face aux problèmes et aux enjeux. Je me suis permis d'indiquer et de récupérer ce petit document sur le site de l'École des mines qui montre finalement un cumul, le cumul 2005-2008 des diplômés de l'École des mines de Paris et du cycle IC. Et là, en fait, on voit toutes les zones d'activité dans lesquelles les ingénieurs se retrouvent, et notamment en partie numéro 1, l'énergie. Donc on est totalement dans la même logique. Ici, je précise simplement que les 86 personnes qui sont indiquées ici représentent 68% des 127 réponses que constitue l'ensemble 2005-2008. Donc c'est tous ceux qui sont en activité. Ceux qui sont en études, pour la moitié, sont en recherche. On a parlé de l'accès à l'eau. Je crois qu'un petit tableau comme celui-ci est intéressant. Il provient du site internet de l'UNESCO et c'est le coefficient de disponibilité en eau. Il montre plusieurs points importants. Je vais en prendre 3 qui me paraissent intéressants. À gauche, la petite goutte d'eau, c'est la quantité d'eau disponible ramenée en proportion, c'est la proportion d'eau disponible par rapport à la quantité totale. Et à droite, c'est la proportion de population. Si on prend l'Asie, ici, on voit qu'ils disposent de 36% des ressources en eau et 60% de la population. On peut penser qu'ils vont avoir un vrai problème, un vrai problème d'alimentation en eau, c'est-à-dire de quantité d'eau à investir. Alors, je ne sais pas quelle solution technique ils vont trouver à ça. Sûrement de l'hydraulique dans les grands barrages qui sont là, sûrement de la désalinisation. Enfin, il y aura des problèmes techniques qui vont se poser, ils devront les résoudre. Coupons un petit peu tordons le cou un petit peu à un lieu commun qui penserait qu'en Afrique, il n'y a pas d'eau. Il y a 11% des ressources mondiales en eau qui sont disponibles et 13% de la population. Donc en fait, les Africains, eux, c'est pas vraiment ce problème-là qu'ils vont avoir, mais plutôt un problème de tuyaux, c'est-à-dire d'alimentation et puis d'épuration et puis de transfert de l'eau. Alors qu'en Europe, nous, on a 8% des réserves en eau et 13% de la population. C'est pas la technologie qui va nous manquer, c'est peut-être l'eau, donc on sera peut-être amené, nous, à envisager sérieusement des économies. Bon, je parle pas des USA, de l'Amérique du Nord, Amérique centrale, ils sont largement surdimensionnés, mais encore moins que l'Amérique du Sud, qui est très surdimensionnée. Une des solutions techniques envisageables, c'est par exemple l'usine de dessalement. C'est-à-dire, je donne 1 ou 2 exemples, c'est pour qu'on se rende compte des problèmes qui sont posés et puis je vais accéder assez rapidement à la formation des ingénieurs par rapport aux problèmes posés. À droite, ici l'usine de dessalement d'Ashkelon en Israël qui tourne depuis 2002. Environ 1,4 million d'habitants, 1,4 million d'habitants sont desservis pour une capacité de production de 100 millions de mètres cubes par an. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Le client, c'est l'État d'Israël. La société de projet, VID Investment Consortium, 25% Veolia. Le constructeur, 50% Veolia.